Je crois que nous avons affaire à des professionnels. D'après Galilée, le grand livre de la nature est écrit en langage mathématique. À travers cette capsule, nous allons aborder un chapitre de ce livre consacré aux cristaux. Pour introduire cette vidéo, nous allons observer l'image suivante. Et nous allons nous poser la question, de quoi s'agit-il? Pour répondre à cette question, nous allons d'abord définir l'état solide, puis nous verrons comment se forment les cristaux, et enfin, nous ferons la distinction entre les cristaux métalliques et ioniques. Quels sont les différents états de la matière? Donc on va en distinguer trois, l'état solide, liquide et gazeux. Pour expliquer ce qui les différencie, on va prendre une image qui représente l'aspect microscopique de la matière. Donc imaginons que les petites sphères bleues là correspondent aux molécules qui constituent un corps pur. Donc à l'état gazeux, ces molécules ne vont avoir aucune interaction entre elles. Elles vont être libres d'occuper tout l'espace qui leur est offert. Par contre, à l'état liquide, donc ces molécules vont être liées entre elles, mais pas de façon permanente. C'est-à-dire que à cet instant, ces liaisons vont localement se rompre et se reformer ailleurs. C'est pour ça qu'on dit que les liquides peuvent s'écouler. Donc le volume est défini, mais la forme peut varier. Et enfin, l'état solide, là par contre, les molécules vont être fortement liées entre elles et de manière permanente. C'est pour ça que là, et le volume et la forme est définie et ne varie pas au cours du temps. Donc cet état solide est appelé l'état ordonné, puisque la structure est figée. Par contre, pour les états gazeux et liquides, là on va parler d'état désordonné. À présent, nous allons comparer deux solides. Ici le verre à gauche et à droite le quartz. Quel est le point commun entre ces deux solides? En fait, ils sont tous les deux constitués des mêmes molécules, le dioxyde de silicium de formule chimique SiO2. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont un aspect différent? Donc dit autrement, qu'est-ce qui les différencie? En fait, c'est la façon dont ces molécules, dioxyde de silicium, vont se positionner les unes par rapport aux autres. Pour le verre, on va parler d'une structure dite amorphe. En effet, la disposition des molécules ne va pas se répéter de manière parfaite. Il va y avoir une disposition plus ou moins aléatoire de celle-ci. Par contre, pour le quartz, là vous voyez, on a un motif qui va se répéter dans les trois directions de l'espace. Donc là on va parler d'une structure cristalline et c'est ça qui va nous intéresser par la suite. Comment se forment les cristaux avec justement cette structure cristalline? Donc pour bien le comprendre, on va prendre l'exemple de la formation d'un grain de sel de table de formule NaCl. Donc voici ce qu'on appelle la maille élémentaire. C'est donc le motif qui va se répéter dans l'espace selon les trois directions. Vous voyez, il a une forme cubique avec en vert les atomes de chlore et en bleu les atomes de sodium. Qu'est-ce qui se passe? Ce motif va croître, c'est-à-dire que les petites mailles élémentaires vont s'additionner dans les trois dimensions de l'espace. Vous voyez ici vers le haut, vers nous et là vers la droite. Et à terme, donc, il va se former un cristal perceptible par nos yeux et qui aura plus ou moins, vous voyez, cette forme cubique qu'avait la maille élémentaire au début. Quelles sont les différentes formes de mailles élémentaires? Donc, les scientifiques en ont recensé 7. Donc, je vais commencer par la plus complexe, la maille hexagonale, qui est constituée de 2 bases hexagonales, en haut et en bas, et de 6 faces rectangles. Après, nous avons la maille rhomboédrique, avec une autre sa base de losanges, on va dire que c'est celui-là et celui-là, et ces faces sont constituées de 4 losanges, etc. Donc ici c'est la maille triclinique, monoclinique, orthorhombique, quadratique et cubique. Alors la cubique va être constituée de 2 bases carrées et de 4 faces carrées. Donc c'est cette maille-là que nous allons étudier par la suite. À présent, donc nous allons voir qu'il existe 2 types de cristaux, les cristaux dits métalliques et les cristaux ioniques. Commençons par les cristaux métalliques. Qu'est-ce qu'un cristal métallique? C'est un empilement d'atomes qui constituent le métal, et ces constituants vont se comporter comme des sphères dures et indéformables. Comment peut-on ranger des sphères? Pour illustrer cette question, je fais apparaître la photo suivante qui représente un tas d'oranges rangées par le marchand. Et celui-ci les a disposées de manière à ce qu'elles tiennent, à ce qu'elles soient en équilibre, et aussi de manière à ce qu'elles occupent le plus petit volume possible. Donc justement, on va essayer de comprendre quelles sont les façons de ranger des sphères correspondant à donc 3 mailles élémentaires cubiques. Donc voilà, je vais vous présenter maintenant donc les 3 façons de ranger des sphères en utilisant une maille cubique. D'abord, comment placer la première couche de sphère? Voici une façon de le faire. Ensuite, la deuxième couche, on va se mettre par exemple juste au-dessus, c'est-à-dire que la deuxième couche sera exactement identique à la première couche. Donc là, on a ce qu'on appelle une maille dite cubique simple. Ça, c'est ce qu'on appelle la représentation compacte, qui est fidèle à la réalité, on va dire. Et là, une représentation moins fidèle, mais qui permet de mieux visualiser où sont situées les sphères, donc les atomes. Donc
Donc là, ils sont situés aux 8 sommets du cube. Deuxième façon d'arranger, donc de positionner ces sphères. Donc la première couche est identique à la maille cubique simple. La deuxième et troisième couche vont être différentes. Pourquoi? Vous voyez, ça c'est la première couche. La deuxième couche, nous allons mettre une sphère au niveau de l'espace ici. Et la troisième couche, on va en fait répéter la première couche. Donc là, on a ce qu'on appelle la maille cubique centrée. Donc ça c'est la représentation compacte. Maintenant, je vous montre la représentation éclatée. Qu'est-ce qu'on voit? Donc en fait, on a de nouveau les 8 atomes au niveau des 8 sommets du cube, plus un atome au centre, tout ce mot cubique centré. Ensuite, troisième façon de positionner ces sphères. Donc vous voyez là, la première couche va être différente. Avant, on décrivait un rectangle avec le centre de chaque atome ici. Là, on va décrire un triangle. Deuxième et troisième couche. Alors là, c'est un petit peu compliqué à visualiser. Donc je vais partir ici des sphères bleues qui constituent donc cette première couche. Et la deuxième couche, ça va être les sphères roses ici qui vont se positionner au niveau des espaces ici. Et la troisième couche sera au niveau des espaces laissés par les sphères roses. Donc représenté autrement, on a ceci, vous voyez là on a les sphères bleues, les sphères roses et les sphères vertes. Donc ça c'est la représentation compacte. Alors c'est plus facile à retenir en représentation éclatée. Donc son nom ça va être cubique à face centrée. Donc là on a 8 atomes au niveau des 8 sommets du cube et un atome au niveau du milieu des 6 faces du cube. D'où ce mot cubique à face centrée. Parmi ces 3 mailles élémentaires, quelle est celle qui est la plus compacte? Pour répondre à cette question, on va calculer ce qu'on appelle la compacité, qu'on notera grand C, de chaque type de maille. Tout d'abord, définissons ce qu'est la compacité. Ça va être le volume occupé par les atomes présents dans la maille, divisé par le volume de la maille. Et cette compacité, on va l'exprimer en pourcentage. Dit autrement, si tous les atomes occupent le volume de la maille, on aura une compacité de 100%. Et inversement, s'il n'y avait aucun atome dans la maille, la compacité serait 0%, c'est-à-dire qu'on n'aurait que du vide, pas de matière. Voici notre façon d'exprimer cette compacité. Le volume des atomes de la maille, je peux le remplacer par le nombre d'atomes présents dans la maille, que multiplie le volume d'un atome. Et l'atome, vous vous rappelez, on l'a assimilé à une sphère. Donc en fait, ça, on va prendre le volume d'une sphère. Alors si la sphère a un rayon grand R, son volume c'est 4 tiers de pi fois R au cube. Et le volume de la maille, comme c'est un cube, ça va être A au cube, A étant l'arête du cube. Maintenant, je vais prendre donc les 3 mailles élémentaires qu'on vient de voir, cubique simple, cubique centré, cubique à face centrée, et je vais vous montrer comment on recense le nombre d'atomes par maille. Pour cubique simple, a priori, on pourrait dire, je vois bien qu'il y a 8 atomes aux 8 sommets du cube, donc j'ai 8 atomes. En fait, c'est pas si simple. C'est en fait, chaque atome ici, là, n'appartient pas qu'à ce cube-là. Il va être partagé. En fait, vous voyez, au niveau du même plan que ce cube-là, on peut faire apparaître 3 autres cubes. Donc cet atome va être partagé par le cube. Donc celui-ci, celui qui est derrière, celui qui est à sa gauche et celui qui est dans la diagonale opposée. Et de la même façon, je peux faire apparaître les 4 cubes qui sont au-dessus. Donc on peut dire que cet atome est partagé par 8 autres cubes. C'est pour ça que le nombre d'atomes propres à cette maille, à ce cube, ça va être 8 fois 1 huitième. Donc un seul atome par maille. Pour la structure cubique centrée, c'est le même principe au niveau des 8 atomes situés au sommet du cube, et il faut juste rajouter 1 parce que vous voyez que l'atome situé au centre du cube, lui, il appartient qu'à ce cube là, qu'à cette maille là, donc on fait plus 1, donc il y a bien 2 atomes par maille. Maintenant pour cubique à face centrée, donc on a le même principe au niveau des 8 atomes situés au sommet du cube, et par contre là on a en plus des atomes situés au centre de chaque face. Dans un cube il y a 6 faces, chaque atome là va être partagé par 2 cubes, celui qui est dessiné là et celui qui est au dessus par exemple pour lui. Donc il va falloir diviser ce nombre d'atomes, donc 6 par 2, donc ça va nous faire 3 plus 1, 4. Et maintenant je vais vous faire apparaître donc la compacité de chaque maille ici, exprimée en pourcentage. Pour le cubique simple, on a une compacité de 52%. Donc je vous rappelle qu'est-ce que ça signifie. Ça signifie que 52% de l'espace du volume de la cube est occupé par de la matière, donc par des atomes. Là ici on a 68%. Et là, on a 74%. À présent, nous allons passer au cristal ionique. Qu'est-ce qui différencie un cristal ionique d'un cristal métallique? Alors, les cristaux métalliques étaient constitués uniquement d'un seul type de sphère, la sphère qui correspondait à l'atome du métal. Pour un cristal ionique, on va avoir au moins 2 types de sphères. Alors, pour bien le comprendre, je vais reprendre l'exemple de mon sel de table. On va appeler la formule chimique, c'est NaCl. Voici sa maille élémentaire. Donc là, c'est ce qu'on appelle la représentation compacte, où en vert, on a les atomes de chlore et en bleu les atomes de sodium. Voici sa représentation éclatée. On va essayer de connaître le type de maille cubique de cette maille élémentaire. Si dans un premier temps on s'occupe que des atomes de chlore, vous voyez là on va retrouver les 8 sommets du cube et là vous allez retrouver 6 atomes au centre des 6 faces du cube. Donc on reconnaît une maille cubique à face centrée. Maintenant si je m'occupe des atomes de sodium ici en bleu, il faut imaginer le cube dont ça serait le sommet, là aussi, là aussi, là aussi, et on le prolongerait dans cette direction-là. Donc on retrouverait une maille cubique à face centrée. Parce que vous voyez, ça
ça et ça seraient les atomes au centre des faces de ce cube-là. Conclusion, on peut dire que la maille élémentaire du chlorure de sodium est constituée de deux mailles cubiques à face centrée décalées de A sur 2, A étant l'arête du cube. Pour conclure, revenons à la question qu'on s'était posée lors de l'introduction et qui était la suivante. De quoi s'agit-il? En fait, il s'agit de grains de sel observés avec un zoom x150. Pourquoi est-ce que ces grains de sel ont cette forme parfaitement cubique quasiment? En fait, ça vient du fait que le motif élémentaire du chlorure de sodium est un cube. C'est une forme cubique à face centrée. Et donc, lors de la croissance de ce motif élémentaire, d'autres motifs vont venir se positionner de manière à ce que le cristal augmente. Et à terme, il va former un cube parce qu'il aura la même structure que la maille élémentaire. D'où ces cubes quasiment parfaits. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite bon vent les scientifiques. C'est de toute beauté.